Bonjour Frédéric. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup de ta participation à cette série Flamme de femmes inspirantes. Tu travailles à la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres? Moi j'en ai un premier qui m'a interpellée avant notre interview. Il y a plus de 4 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont mal logées et le logement est devenu la première priorité, la première zone de dépense des foyers français. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait la Fondation Abbé Pierre pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors la Fondation Abbé Pierre a été créée en 1992, elle est reconnue d'utilité publique, elle reçoit des dons de personnes de la société civile, c'est notre budget est fait de ça. Et puis on a à peu près 250 000 donateurs aujourd'hui. Et puis avec cet argent, nous pouvons lutter contre le mal logement de différentes manières, bien sûr interpeller et agir des campagnes pour sensibiliser sur la situation des personnes sans logement ou mal logées, et puis faire ce que je fais avec une équipe de 30 personnes, soutenir des actions pour lutter contre le mal logement au quotidien, c'est-à-dire accompagner des associations qui vont apporter des réponses à des personnes sans domicile, dans des accueils de jour, avec des pensions de famille. Nous produisons à peu près 800 logements par an, qui permet de répondre à des familles concrètement avec des loyers extrêmement bas. Et puis, nous agissons quotidiennement aussi pour accompagner des habitants des quartiers populaires ou encore à l'international avec des personnes habitant dans des bidonvilles. D'accord. Et quand on regarde ton parcours, on remarque que toute ta carrière a été dédiée aux autres. Tu as commencé comme assistante sociale, ensuite tu as travaillé à l'Office public de l'habitat, puis chez Emmaüs, avant de rejoindre la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné cette flamme de l'engagement? Je crois que tes parents étaient des gens très engagés, mais aussi certaines rencontres que tu as pu avoir dans ton parcours professionnel. Alors mes parents étaient très engagés. À la maison, nous parlions solidarité tout le temps. Et puis très vite, j'ai rejoint un syndicat étudiant, syndicat à l'université. J'ai perdu mon père assez tôt, à 20 ans. J'ai dû trouver un travail assez vite et faire des courtes études. Donc j'ai choisi le travail social au départ pour ça. Et puis je suis vraiment tombée en amour sur cette action, la possibilité d'agir directement sur les causes des inégalités, sur les causes de la pauvreté. Ensuite, très vite dans ma carrière professionnelle, j'ai rencontré un juge, je faisais un CDD à l'aide sociale, enfin pas l'aide sociale à l'enfance, auprès de la justice, qui m'a très vite indiqué que je devais faire autre chose dans la vie. Il avait raison. J'étais extrêmement troublée, extrêmement percutée par la situation des enfants qui étaient en souffrance, et je pense que j'étais pas assez active et engagée parce que j'étais trop atteinte par ces situations. Et donc je me suis tournée très vite vers la lutte contre le mal logement et les luttes contre la pauvreté, en travaillant dans le secteur associatif, puis après pour des bailleurs sociaux, effectivement. Et enfin, je suis revenue très très vite à mes premières amours, avec d'abord un poste à Emmaüs à Paris, puis ensuite la Fondation Abbé Pierre. Je suis depuis 10 ans, j'y suis bien, je suis très engagée avec une équipe formidable avec laquelle nous travaillons tous les jours. D'accord. Et je crois que tu nous racontais la dernière fois qu'on avait échangé que tu voulais construire et pas simplement lutter contre des situations. Donc il y a cette idée de l'action pour toi qui était extrêmement importante. Est-ce que tu veux nous développer un peu ce propos? Oui, la question de construire des solutions pour au quotidien trouver les solutions et traiter les inégalités. Et c'est un enjeu qui est très fort parce que on peut être dans une dimension intellectuelle, de la pensée, de comment il faudrait faire ou comment il faudrait agir, de là où on est. Et puis il y a la réalité de l'action. Et la réalité de l'action, c'est pas projeter, c'est trouver de l'ajustement au quotidien, c'est chercher des solutions ensemble, c'est collectivement être engagé. Et il me semble qu'un pays qui se gère, c'est un pays qui se gère avec des politiques publiques, mais qui doit aussi s'appuyer sur cette énergie et sur cette capacité à faire dans le réel, dans le quotidien, pour résoudre des problématiques du quotidien. Alors justement, le message que tu souhaites peut-être partager avec nos auditeurs, à qui est-ce que tu as envie de l'adresser? Parce que tu pourrais avoir envie de l'adresser aux personnalités politiques, qui sont des gens avec qui tu interagis au quotidien, mais peut-être aussi à des gens comme moi qui pourraient agir, mais finalement ne le font peut-être pas assez. Il y a cette idée évidemment de l'engagement politique, mais aussi de l'engagement citoyen qui porte, je crois, ton engagement au quotidien. Oui, c'est les deux. Je me permets juste de te répondre sur la partie politique publique. Oui. Je pense qu'on est ancré dans un pays qui, après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, avec les ordonnances de 45, a créé un dispositif hyper important pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Ça a donné lieu à l'aide sociale. Ça a été aussi un moment en 1954 où l'abbé Pierre a fait son appel, son manifeste, et a eu une mobilisation des Français très très forte, ce qui lui a permis de créer le modèle des communautés.
du faire ensemble, du vivre ensemble, du créer ensemble de la solution. Donc très inspirant pour moi et puis pour beaucoup de personnes. Mais c'est aussi un socle de solidarité nationale très important. Et je travaille à la Fondation Abbé Pierre, je suis engagée avec la Fondation Abbé Pierre parce qu'elle lutte aussi pour permettre à cette solidarité nationale de continuer à s'exercer, de continuer à être active, de continuer à tenter de rééquilibrer les inégalités et les inéquités de traitement. Après, je pense que ça doit se conjuguer avec l'engagement citoyen, avec la capacité à faire ensemble, avec la capacité à construire des solutions micro-locales, c'est-à-dire des solutions cohérentes avec là où on vit, avec qui on vit, et comment en fait les solidarités citoyennes se mettent en œuvre, ne sont pas toujours appuyées sur des questions financières, mais ont aussi besoin d'être financées, mais sont aussi appuyées sur l'intelligence collective et la capacité à comprendre comment nous pouvons nous en sortir ensemble. Mais alors, est-ce que c'est pas une question d'éducation finalement, puisque en fait, c'est des notions qu'on perd peut-être tous au fur et à mesure de notre âge qui avance, mais est-ce que c'est pas aussi au départ une question d'éducation des parents, mais aussi une question d'éducation scolaire sur ces problématiques-là? Je pense que c'est fondamental ce que tu dis. Oui, la fraternité, la question de la fraternité, ça n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on comprend, qu'on s'approprie, qu'on modélise. Et plus il sera modélisé au sein de la famille et au sein de l'éducation nationale, et plus nous allons pouvoir organiser au sein de cette société des formes de fraternité, d'acceptation de l'altérité, d'acceptation de la différence, de plutôt être curieux que d'avoir peur. Et ça, c'est quelque chose qui se diffuse et qui s'inscrit dans l'éducation dès le plus jeune âge. C'est vachement intéressant parce que justement, à une certaine époque, on avait l'éducation civique à l'école, hein, qu'on a aujourd'hui un petit peu mis de côté. La philosophie pourrait nous aider à cela, mais il y a ce côté très en distance de l'éducation sur ces problématiques-là, alors que toi, tu parles d'actions concrètes qui doivent finalement fédérer l'engagement de tous. Oui, parce qu'on vit dans une société et que on vit pour travailler. Aussi, on travaille pour vivre, surtout. Ouais. Et je crois que la question d'être ensemble et de vivre ensemble est une question fondamentale aujourd'hui. Alors c'est un peu un terme qui est un peu tarte à la crème en ce moment, mais qui, pour ma part, a animé mon parcours et continue d'animer mon parcours. Je ne crois pas à la possibilité du changement, d'une place, d'un État qui dirait il faut que ça change, et d'une application par tous. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement transversal et qui nécessite un engagement collectif et qui peut être extrêmement puissant. Tu parlais aussi la dernière fois qu'on a échangé d'un risque de basculement, notamment en parlant des classes moyennes qui sont dans une situation qui est de plus en plus difficile. Est-ce que tu veux nous développer un petit peu ce propos qu'on oublie parfois Oui, je crois que, comme tu le dis, la notion de basculement, c'est une notion qui a peut-être été très forte et très vue et très comprise au moment de la crise sanitaire. Oui. La crise sanitaire nous a dévoilé des champs de pauvreté qui étaient présents, mais que nous n'avions plus forcément en tête. Et elle nous a dévoilé aussi ô combien avoir un logement est important, ô combien occuper un logement est prioritaire dans la vie. Et structurant. Et structurant. Effectivement, on peut construire son projet de vie si on est en sécurité. Et être dans un logement, c'est être en sécurité. Et par ailleurs, être dans un logement digne, c'est être aussi un citoyen digne. Et donc, déjà une première marche à l'équité et à la lutte contre les inégalités. C'est pour ça que nous pensons, à la Fondation Abbé Pierre, que le premier acte, c'est de permettre l'accès au logement digne, au logement que chacun peut payer. Tu disais en introduction qu'effectivement, le poste du logement pèse énormément sur les ressources des personnes qui vivent en France, des Français. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des ménages qui gagnent 1 400, 1 500 euros par mois et qui se voient devoir payer 60% de leurs ressources pour payer un logement tous les mois. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça pèse et ça pèse trop. Et ça n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc, il y a une dégradation. Et oui, les classes moyennes basculent du côté de la pauvreté parce que le logement notamment, ou l'électricité, le gaz, la nourriture aujourd'hui, l'alimentation, ont flambé et créent un impact extrêmement fort sur les ressources et ne permet pas un reste pour vivre, pour se déplacer parfois. Les loisirs, je pense que c'est parfois très loin pour certains ménages et alors les vacances, c'est extrêmement loin. Donc on a un problème d'inéquité de traitement et d'inégalité sociale qui font que certains travaillent pour juste se garder leur toit sur leur tête. D'autres, je rappelle qu'il y a 330 000 personnes qui sont sans domicile aujourd'hui en France, qui n'arrivent même pas à accéder au logement. 25% d'entre elles travaillent
Pourquoi n'ont-elles pas un logement? Parce qu'aujourd'hui, leur niveau de ressources est insuffisant au regard du prix du loyer qui est imposé à l'ensemble des personnes. Justement, là, par rapport à ces 25% de personnes qui sont sans logement mais qui travaillent, tu avais notamment abordé un exemple qui t'inspirait, effectivement, d'un jeune qui dort dans sa voiture et se lève tous les matins malgré tout pour aller travailler. La Fondation Abbé Pierre est très attentive aujourd'hui à la dégradation de manière globale avec l'augmentation des prix, l'augmentation du loyer, du logement, on en parlait tout à l'heure, l'augmentation aussi du prix de l'alimentation qui prend une place importante, de l'électricité, du gaz. Oui. Donc un reste pour vivre qui se réduit, une absence de production de logements et de logements très social notamment, qui fait que pour les 330 000 personnes aujourd'hui que nous estimons vivre dans des conditions de très mal logement, sans domicile, eh bien il n'y a pas d'offre possible à ces personnes-là. Et puis une politique publique qui a amplement diminué l'APL, qui fait qu'aujourd'hui, il faut choisir entre se loger, se nourrir, payer son électricité, payer son chauffage, payer des espaces de vie qui soient climatiquement supportables, et que ça nous inquiète beaucoup. Nous sommes très inquiets pour les moins de 25 ans, qui ont zéro ressource et qui s'affrontent beaucoup à la pauvreté, très inquiets aussi pour le grand âge, où nous voyons des personnes âgées, retraités avec de faibles ressources qui n'arrivent plus du tout à assumer leur quotidien. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux enjeux climatiques, parce qu'en fait, on se dit juste que c'est une problématique climatique, mais on se rend pas compte à quel point ça a une incidence sur les problématiques sociales, finalement. Oui, l'écologie et le développement durable sont des enjeux qui sont des enjeux liés au gaz à effet de serre, à ce que nous produisons qui est contre-productif pour la planète, mais qui est aussi lié au lien social, qui est lié à la capacité de vivre, à la capacité à sortir de la survie. Nous sommes des sociétés modernes et nous voulons continuer à nous inscrire dans la sortie de la survie pour une équité de traitement et pour que chacun puisse trouver sa place d'un point de vue citoyen dans la dignité. Il y a cette volonté de tous les gens avec qui tu travailles, que tu aides au quotidien aussi, d'agir. Et malgré une image qu'on peut parfois avoir de gens qui se laissent aller dans certaines visions qu'on peut avoir de la situation, je crois que c'est pas du tout ce que tu vis au quotidien. Non, l'image est une image d'Épinal un peu, sur Exactement. Des personnes sans domicile qui seraient plutôt âgées, plutôt qui se laissent aller physiquement, qui ne se lavent plus, qui surconsomment de l'alcool. C'est vrai que ça existe. Mais c'est pas que ça. C'est bien sûr. D'abord, il faut s'occuper de ces personnes qui sont dans le plus grand dénuement, parce que on est une société solidaire et fraternelle, et qu'à un moment donné, on laisse pas de côté des personnes qui sont en fragilité ou addictes. En revanche, il y a aussi énormément de personnes qui luttent et qui résistent et qui trouvent des solutions, qui sont en mode survie, en tenant des deux bouts à la fois l'emploi, à la fois le fait d'être à la rue, à la fois le fait d'être très exposé. Être à la rue, c'est un travail. Être à la rue, c'est un travail parce qu'il faut trouver le lieu où se protéger, le lieu où se laver, le lieu où se nourrir, le lieu où se reposer, le lieu où rencontrer. Et donc, ce travail-là, c'est un double travail quand en plus, on a un emploi. Il y a quelque chose de fondamentalement injuste de regarder les personnes qui sont à la rue comme des personnes incapables, alors même qu'elles survivent là où je ne crois pas que ni toi ni moi, nous serions en capacité de survivre au quotidien. C'est vrai. Mais justement, là, le message que tu passes, il est au-delà d'aider, c'est aussi redonner le pouvoir à ces gens, de pouvoir finalement maîtriser leur vie et vivre leur vie de la manière la plus décente possible. Ça veut dire qu'au-delà de l'aide, comme tu disais en introduction, il y a cette idée d'accompagner l'action, mais l'action de survie. Oui, complètement, c'est-à-dire de soutenir. Nous venons d'une histoire de l'action sociale qui a été puisée pendant des siècles dans les préceptes de l'Église, dans ce que l'Église a mis en œuvre vis-à-vis des pauvres jusqu'au début du XXe siècle, séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes aussi irrigués par les solidarités démocratiques. Après la Révolution française, après la Commune, il y a des mouvements ouvriers, des mouvements citoyens qui créent des solutions qui sont toujours actives aujourd'hui. On peut parler de la sécurité sociale ou des coopératives ou des associations. On est aussi sourcé par ces deux entrées très fortes. Et donc, dans cette tension historique, dans ce que nous portons culturellement, il y a aussi à créer les conditions pour donner la place,
aux personnes d'être créatives et d'être à la création de leurs solutions. Parce qu'elles sont une ressource incroyable. Quand on survit à la rue, on gagne des compétences, on développe des compétences, on développe des capacités parce qu'on reste vivant. Donc on a quelque chose à offrir autour du soutien, sortir de l'assistanat pour soutenir et permettre, faire advenir la possibilité de créer les solutions par les personnes elles-mêmes. C'est intéressant ces notions historiques dont tu parles, qu'on a tous un petit peu oubliées, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois dans les politiques publiques ou du côté des citoyens des raisons d'espérer à une amélioration de la situation, ou est-ce que le Covid a été un élan, je dirais, positif, mais peut-être un petit peu trop court-termiste? Quel est ton point de vue sur la situation actuelle? Je crois que le Covid n'a pas été un élan positif, il a révélé, c'est un effet révélateur. Les solidarités démocratiques, citoyennes qui existent aujourd'hui dans le micro-territoire, elles existaient avant le Covid, et c'est parce qu'elles existaient qu'il a pu se passer quelque chose de très très fort en termes de capacité à construire de la solution rapidement, et puis de continuité aussi. Il y a quand même toute une partie de la population qui ne sont pas les plus riches, qui ont ce qu'on appelle la première ligne, qui ont continué à nous permettre de faire, de recevoir du service public dans des conditions extrêmement dégradées. Donc l'espoir est là. Ça continue, je pense qu'il y a une question de mettre en visibilité ces capacités de solidarité et de fraternité qui sont très souvent avalées par un système médiatique qui ne s'intéresse pas à ces actions positives, à ces actions aussi qui sont des actions de long cours, de temps long. Il faut que ça aille vite, il faut produire du résultat tout de suite. Et puis peut-être une réelle politique qui est très descendante, avec un État, des collectivités territoriales parfois qui ne voient pas à quel point il y a de la ressource sur le terrain et qui ne s'appuient pas sur cette ressource du terrain pour construire une politique publique qui soit moins descendante et qui tienne compte des personnes. C'est intéressant parce qu'en fait, tout vient du terrain. Et en fait, notre mission à tous, c'est de l'accompagner, mais de le révéler aussi. Est-ce que justement, il y a des actualités autour de la Fondation qui sont des faits que tu as envie de mettre en avant, des raisons d'espérer aussi, notamment peut-être le fait de remettre un petit peu sur l'actualité la vie de l'abbé Pierre? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Il y a bien sûr le biopic qui va sortir au mois de novembre, le 15 novembre, et qui retrace la vie de l'abbé Pierre et qui est aussi l'expression en tout cas pour ma part, de pourquoi je suis là et pourquoi je suis engagée, et pourquoi je suis aussi engagée avec cette fondation. Il y a une biographie et une bande dessinée qui sort en septembre. D'accord. Une biographie qui est sortie déjà, une bande dessinée qui sort en septembre. C'est important pour nous parce que l'abbé Pierre nous a exprimé très tôt le viens m'aider à aider. C'est-à-dire qu'il a fondé le mouvement, il a fondé son action à partir de cette idée que seul on ne peut rien faire, qu'il faut être ensemble et que c'est aussi ensemble dans l'altérité qu'on peut résoudre les choses. C'est-à-dire avec des intelligences différentes, des cultures différentes, des trajectoires différentes et de manière beaucoup plus transversale que hiérarchique. Donc c'est important pour nous. Du côté de la Fondation, on soutient 800 à 900 projets par an, 650 associations en France et à l'international, donc on continue. Et puis nous avons des temps forts. On a un festival qui s'appelle C'est pas du luxe à Avignon en septembre 2024, qui est le moment de célébration où les personnes qui ont erré, longtemps erré, qui ont été à la rue, viennent nous montrer leurs œuvres artistiques et travaillent avec des artistes exigeants. Et donc, c'est à Avignon, c'est dans l'écrin d'Avignon, et c'est la possibilité de montrer à la société civile, au monde, ô combien les personnes et les travailleurs sociaux en alliance peuvent créer des pièces de théâtre, des films, des œuvres qui sont des œuvres remarquables. Est-ce que ça veut dire par rapport à cette initiative que l'art, c'est aussi une façon de s'en sortir? Bien sûr. L'art, c'est un levier formidable, l'expression artistique, pour raconter qui nous sommes individuellement, pour être ensemble aussi collectivement, notamment sur le spectacle vivant. Il y a beaucoup de pièces de théâtre à C'est pas du luxe. Et puis aussi, c'est un processus, C'est pas du luxe. C'est-à-dire que c'est une histoire que nous menons depuis 15 ans, où nous accompagnons les personnes et les travailleurs sociaux à être dans un espace où tout à coup les identités de celui qui a erré et les identités de celui ou celle qui accompagne se gomment pour coproduire quelque chose ensemble. Et quoi de plus beau qu'une œuvre d'art à montrer pour sensibiliser et puis partager le plaisir d'être ensemble et s'exprimer.
C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des invisibles, justement. Et justement, toute cette initiative-là, elle rend visible l'émotion et la personnalité de chacune des personnes qui y participent, en fait. Exactement. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que justement, par rapport aux notions que tu as envie de transmettre, il y a l'idée de générosité, évidemment, il y a l'idée de conscience, mais il y a donc évidemment l'idée de relation qui est au centre des valeurs pour toi qui sont importantes, mais je dirais presque au-delà de la relation, d'horizontalité. Tu parles beaucoup du collectif. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Oui, je pense que ce qui nous anime ici à la Fondation Abbé Pierre, c'est bien sûr générosité et fraternité. C'est aussi l'acceptation de la différence et de l'altérité. C'est comment on fait avec. C'est pas toujours facile de faire avec, individuellement et collectivement. Et je parle beaucoup du collectif parce que je crois à la rencontre interindividuelle. Je crois au fait qu'on puisse être bénévole, travailleur social, une personne qui a erré et se rencontrer et que ça crée quelque chose. Mais je crois aussi à la force du collectif et à la capacité de faire ensemble pour sortir des situations difficiles et créer. Et justement, comment est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'en fait, évidemment que c'est extrêmement inspirant. Et au-delà du message que tu nous fais passer, comment est-ce que nous, on peut contribuer de manière plus concrète et opérationnelle, finalement, à ce que vous faites au quotidien? Je crois qu'il y a un soutien sur les réseaux sociaux, c'est déjà un apport important pour nous. Et aujourd'hui, c'est un espace, même si ça va vite, qui est important parce qu'on arrive à développer quand même de la connaissance et d'approcher ce que nous trouvons juste de faire. Il y a de la pédagogie aussi qui est importante. Pédagogie, une manière de regarder. Et je crois qu'il y a le site internet qui est très important. Le site internet parce qu'il permet de découvrir tout ce que la Fondation Abbé Pierre fait. Un rapport mal-logement annuel où nous rappelons la situation et nous proposons des changements des politiques publiques. Et puis tout ce que nous faisons en termes de soutien à l'action et d'accompagnement au changement. Et enfin, évidemment, donner. Parce que donner, ça nous permet, nous, de continuer le chemin qu'a commencé l'Abbé Pierre et puis d'accompagner des solutions du quotidien pour lutter contre le mal-logement. Merci beaucoup Frédérique, c'est un échange qui est évidemment extrêmement inspirant, mais surtout qui donne envie d'agir. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent auront aussi envie de contribuer aux actions formidables que vous mettez en place. Et surtout de se dire que c'est l'action et non pas la leçon qui est intéressante. On va se retrouver le 8 novembre, je crois, autour de la sortie du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. C'est évidemment à aller voir pour expliquer ton engagement, mais aussi ta passion et la passion de tous les gens qui travaillent ici à la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup. Merci Charlotte.